puis le contentieux que nous avons connu il y a quelque temps sur l'inscription sur l'éligibilité. Voilà, c'est les trois types de problèmes. Et là, en l'occurrence, le bâtonnier Akere Mouna a, je pense, ciblé l'une des situations qui est prévue en général pour rentrer dans la compétence du Conseil constitutionnel. Mais le seul souci, c'est que vous voyez d'ailleurs que là, vous indiquez qu'il y a une cascade d'irrecevabilité, mais là, le Conseil ne s'est pas déclaré ni incompétent, voilà, ni irrecevable, mais c'est plutôt, il se prononce sur le fond de la requête du bâtonnier Akere Mouna. Et je pense, à titre personnel, que lorsque je ne veux pas critiquer un confrère, qui est d'ailleurs en plus un ami que j'aime bien, mais moi je pense que l'élégance démocratique veut que quand une personne est votre adversaire, qu'on ne l'élimine pas, on ne cherche pas à l'éliminer. Voilà, je pense que lorsque vous avez choisi d'affronter quelqu'un que vous connaissiez au départ, donc pour moi je pense que par élégance, purement la bienséance des gens qui savent bien se comporter, on affronte son adversaire. Voilà. On l'affronte sur le terrain où on doit normalement le faire. Je pense que cette élégance-là, malheureusement, a un peu fait défaut, de mon point de vue. Mais au-delà de cela, il n'y a que le problème que pose le bâtonnier Akere Mouna. Lui-même, il peut avoir deux angles de lecture, de vision. Vous avez l'angle politique et vous avez l'angle juridique ou juridictionnel. On va éliminer rapidement le juridique, parce que je crois que le bâtonnier lui-même, au départ, si vous l'écoutez, il ne s'attendait pas énormément à ce que sa requête prospérât. Et si vous entendez son avocat, ou son avocate, selon que vous êtes féministe ou pas, à la fin de la procédure, elle-même, elle vous dit déjà, avant qu'elle ne s'attendait pas à ce que le Conseil puisse dire autre chose que ce que le Conseil a dit. Donc, tous les juristes qui ont une lecture élémentaire de cette disposition pouvaient déjà préjuger de ce que le Conseil allait dire, et le Conseil est allé, cette fois-là au moins, dans un sens que les esprits normaux pouvaient comprendre, à savoir que la requête ne pouvait pas être justifiée. Et je pense que les raisons... Pourquoi elle n'est pas justifiée? Elle n'est pas justifiée parce que les prévisions relativement strictes, je pense, on parle encore sur le terrain strictement de droit. Si vous me l'accordez quelque temps, et que mes copanélistes aussi le permettent, je pourrais peut-être dire un mot sur l'autre volet. Mais je pense que quand on vous dit quelqu'un qui s'est placé volontairement dans une situation, les mots ayant un sens, je peux peut-être commencer en amont. Moi, si vous m'avez consulté, c'est-à-dire si nous avions une discussion entre gens, je pense déjà que premièrement, la loi n'a pas voulu mentionner la condition de l'âge comme étant l'une des conditions prévues pour être éligible. Ce qui veut déjà dire que c'est open, c'est ouvert. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, vous pouvez avoir 40 ans, atteint de la maladie de Parkinson et autres, etc., qui est normalement la maladie des vieux, tout comme vous pouvez avoir 92 ans et être parfaitement en possession de l'intégralité. Le maître Akere Mouna a précisé également qu'il ne parlait pas de l'âge du candidat Paul Biya. Tout le monde a compris que derrière, quand vous dites qu'une personne n'est plus en mesure de se prendre elle-même en charge et tout, il y a de façon sibylline. Là, pour une fois, il y a eu de l'élégance de présentation. Mais on voit très bien que derrière chaque articulat, il y a la référence à sa faiblesse, c'est-à-dire à sa vulnérabilité. Et tout le monde sait que sa vulnérabilité aujourd'hui est en grande partie en raison de son âge. Donc, ça, ce sont des formules. Sur ce terrain-là, donc, il n'y a pas eu... on n'a pas pris en compte la notion d'âge. Le texte ne prend pas en compte la notion d'âge. Ce qui veut donc dire que si une personne venait à se trouver sous l'une des dépendances physiques, psychiques ou psychologiques qui était le fait de son âge, la loi ne s'applique pas. Puisque, de façon compréhensible, il ne s'agirait pas d'une situation dans laquelle la personne s'est mise volontairement. On ne choisit pas son âge, on ne choisit pas sa maladie. Donc, de ce point de vue, je pense que ce côté-là devrait, à mon avis, aurait dû être considéré comme étant peu efficace dans le cas de la requête de Maître Akere Mouna. Si on regardait maintenant l'autre aspect, où il nous dit que Madame Biya est elle-même française, oui. Bon, déjà, premièrement, j'ai du mal à voir, on n'a pas dit que si on se mettait en... on n'a pas parlé d'une personne, d'un individu, on parle d'un État. Et Madame Biya
vigoureux qu'elle soit, ou vigoureuse, ne peut pas à elle seule être tout un État, l'État de France. Donc j'ai du mal à comprendre là, encore dans l'interprétation stricte des textes, l'allusion que fait le bâtonnier. Mais est-ce que la délégation, parce que je pense que le bâtonnier a parlé également de la délégation permanente de signature accordée au ministre d'État et GPR, est-ce que ça ne rentre pas dans cette catégorie de dépendance finalement? Vous voyez que c'est vous qui êtes contradictoire finalement avec vous-même. Parce que l'actuel secrétaire général de la présidence de la République ne découvre pas, n'est pas le premier sous l'empire de laquelle on a je vous dis, le décret est exactement le même. Il m'est arrivé d'intervenir dans un autre cadre pour le compte d'un ancien secrétaire général de la présidence de la République. Vous comparez son décret avec celui de son prédécesseur et avec celui qui lui a succédé. Je vous dis, c'est exactement... Lui également, il décidait des sujets qu'il soumettait Madame au chef de l'État. Ganzeux, je vous dis que ne me prenez pas sur... Voilà, ne prenez pas ce que je vous dis pour argent comptant. Prenez... Dans l'ordre, je crois que vous avez dû avoir, comment il s'appelle encore, qui est en prison actuellement? Monsieur Mebara? Oui, il y a eu Mebara. Avant Mebara, vous avez eu Marafa, Abidouaya, vous avez eu Mebara. Je crois que vous avez eu après Esso. Et puis après, c'est donc l'actuel. Prenez-les, tout simplement, et vous regardez, vous comparez ces formules-là. Il n'y a aucun changement. Aucun. Bien. Donc, si vous ne pouvez pas à la fois me dire que ce n'est pas du fait de son âge, parce que du temps où il commençait sous Marafa, il avait un âge, son âge actuel, au moins 21. Voilà. Et me dire aujourd'hui que non, c'est en raison de c'est uniquement sur la base de ce décret qui constitue délégation de signature. Ce décret est le même. Et pourtant, s'il n'est pas susceptible d'être un problème pour les autres, sur ce terrain-là, il ne devrait pas, logiquement, l'être plus pour Ngongo. Bien. Donc, éliminons aussi cela, pour être clair. Maintenant, le cas de Madame Biya n'est pas le cas de la France, d'une part, et puis d'autre part, je crains que là aussi il y ait une mauvaise perception de la part des citoyens, parce que la femme, et c'est d'ailleurs une chose que les juristes devraient normalement dénoncer, ceux qui ont la double nationalité savent que normalement la loi doit être la même pour tout le monde. Or, elle n'est pas la même selon que vous êtes un homme ou que vous êtes une femme. C'est l'une des situations rares dans ce pays où la France a la femme a un avantage, voilà, c'est l'un des rares avantages, et je pense qu'il faudrait d'ailleurs aussi sur le terrain de la femme le 8 mars, plutôt que de défiler avec les soulevés Kaba, vous pourriez de temps en temps soulever ce genre de problème pour qu'il y ait un maximum d'égalité entre l'homme et la femme. Mais là, sur ce terrain-là, au moins la femme est légèrement plus avantagée. Et donc, la femme mariée, la femme de nationalité étrangère, qui épouse un Camerounais, ne perd pas sa nationalité. Si c'est par exemple le cas pour la France, qui elle peut vous permettre d'avoir 4 ou 5 nationalités, je parle ici sous le contrôle de mon confrère Job, qui lui a exercé autrefois ailleurs, et nous savons très bien que moi j'ai eu des clients autrefois qui pouvaient avoir 4 nationalités en France, ça ne posait aucun problème. Bien, donc pour la France, ce n'est pas un problème. En revanche, le Cameroun ne va pas lui demander de renoncer à sa nationalité française, il ne pourrait pas, mais le Cameroun lui accorde la possibilité d'acquérir la nationalité camerounaise. Donc, même si Madame Biya a été française au départ, elle est restée française aux yeux de la loi française, et la loi camerounaise ne peut pas lui retirer sa nationalité. En revanche, la loi camerounaise lui attribue la nationalité camerounaise, de sorte que cet argument qui est soulevé me paraît également relativement assez facile à combattre. Maintenant, sur le terrain politique, je pense que le problème se pose 100 000 fois, et peut-être qu'on y reviendra après. Comment il se pose? Il se pose parce qu'effectivement, on a un président de la République, je veux dire, les autres articulats, les autres éléments de la requête de Maître Akeré Mouna ne se justifient peut-être pas sur le plan juridique, mais au moins politiquement, nous tous nous voyons, l'ensemble des éléments qu'il a développés interroge, interpelle quelque peu, puisqu'on voit bel et bien que le président de la République, par exemple, pour ne prendre que le laps de temps de la campagne, on ne l'a jamais vu sur aucun des Ce n'est pas tout à fait vrai ce que vous dites, parce qu'en 2018, il a fait quand même 8 mois de campagne à l'extrême nord. Là, on est en 2025. D'accord. Madame Ganzeux. Voilà. Et je ne suis pas sûr que... pas encore lancée. Et je ne suis pas sûr... Les élèves de l'ENAM, les élèves officiels, on ne le voit pas. La campagne n'est pas encore lancée en 2025. Là, on ne le voit nulle part. Et puis bon, voilà. Oui. Madame Ganzeux, je pense... Moi, ce que j'aime bien quand je viens sur le plateau, c'est que je crois que vous prêchez toujours un peu, vous essayez de titiller. Mais tout le monde sait très bien qu'il y a une phase de pré-campagne
qui implique tous les acteurs et qui est même parfois beaucoup plus importante que la campagne proprement dite, qui est juste un intervalle, une parenthèse à l'intérieur de la vie publique. Donc la phase de pré-campagne. Comment pouvez-vous demander à des gens de venir vous voir chez vous? Vous qui les invitez, vous n'avez même pas la courtoisie élémentaire de sortir, vous présenter à la face de ceux que vous recevez. Et simple formalité qui parle également au monde extérieur, parce que ce qu'ils font à l'intérieur est destiné à être vu à l'extérieur. À aucun moment, ni pour la courtoisie des personnes que vous invitez, ni pour le monde, pour leur dire que voilà, écoutez, vous avez beau dire n'importe quoi, regardez bien comment je suis, il n'y a rien de tout cela. Et vous me dites que non, comme il a fait campagne, il est sorti pendant 10 minutes en 2018 à Marois, que ça couvre l'ensemble de son œuvre jusqu'en 2032. Moi, j'ai du mal à le croire. Alors, maître, si ce test, je parle de l'article 118 du Code électoral, je le relis, sont inéligibles les personnes qui, de leur propre fait, se sont placées dans une situation de dépendance ou d'intelligence vis-à-vis d'une personne, d'une organisation ou d'une puissance étrangère. Cette inéligibilité est constatée par le Conseil constitutionnel. Si le test existe, c'est bien pour une raison. Je veux dire, quel est son fondement juridique? Quel est l'objectif de ce test-là? Ça, il faudrait poser la question au père de cette Constitution. Mais moi, je voudrais, enfin, la question, elle fait sens, la question, mais je voudrais qu'on regarde un peu un autre aspect, toujours dans le fonctionnement de ce Conseil constitutionnel. Parce qu'on a souvent tendance à ausculter ce point-là, c'est que, et ça a été dit par mon confrère Sera, il ne faut pas se tromper sur le rôle du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire qu'en droit constitutionnel comparé, on a une distinction qui est faite entre ce qu'on appelle une Cour constitutionnelle et un Conseil constitutionnel. Et cette différence, elle n'est pas simplement terminologique. La différence, elle est ancrée sur le fait que il y a une conception de la justice constitutionnelle qui est différente, selon qu'on est sous le régime, enfin sous l'égide d'une Cour constitutionnelle ou d'un Conseil constitutionnel. Il y a une conception différente sur l'ampleur de la compétence. Il y a aussi une perception du rôle au sein d'un État de droit. Si, alors, je vais essayer de faire très rapidement. Si on avait une Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle, son rôle, c'est quoi? C'est de veiller vraiment à la protection des droits fondamentaux, de veiller au respect d'un état de droit. Ça, c'est pour ceux qui ont fait en droit public, mais le cours lointain de droit public, c'est la vision de ce grand juriste Hans Kelsen sur la justice constitutionnelle. C'est vraiment cette structure qui est là pour préserver les droits et surtout faire le tampon entre les compétences des différentes institutions, c'est-à-dire pouvoir législatif, pouvoir exécutif et consorts. Donc, une fois qu'on a ça, une fois qu'on est dans cette Cour constitutionnelle-là, on voit que finalement, ces membres, même ses propres membres, ont une certaine indépendance. Ils ont, même s'ils n'ont pas l'aptitude et compétences, ils sont considérés comme de véritables juges. Ce n'est pas de simples personnalités politiques, comme on peut le voir sous un autre aspect. Enfin, sur l'aspect du Conseil constitutionnel sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Donc il y a une indépendance institutionnelle, une véritable plénitude judiciaire quand on est face à une Cour constitutionnelle. Or, quand on est face à un Conseil constitutionnel comme c'est le cas au Cameroun, il y a cette nomination de copains politiques qu'on met, il y a cette dépendance institutionnelle qui fait que finalement on devient une simple chambre d'enregistrement des désirs ou des positions de l'exécutif. Et ça pose un véritable problème en termes de protection des droits, en termes de démocratie. Tout ça pour dire que finalement, on aura beau dire ce qu'on veut, les textes ils sont tels qu'ils sont, il faut intégrer que le Conseil constitutionnel tel qu'il est constitué a pour rôle simplement de légitimer la position du pouvoir exécutif. Tant qu'on n'a pas intégré ça, on n'a pas compris le fonctionnement de la justice constitutionnelle. Tant qu'on n'a pas intégré qu'une Cour constitutionnelle, elle est là pour protéger, c'est une sorte d'organe de protection impartiale de la Constitution. Le Conseil constitutionnel est là non pas pour protéger, mais légitimer
le pouvoir en place. Tant qu'on n'a pas compris que la Cour constitutionnelle est là véritablement pour préserver les droits fondamentaux des uns et des autres, et que le Conseil constitutionnel n'est que l'arbitre contrôlé par le pouvoir exécutif, tant qu'on n'a pas saisi ces aspects-là, on va toujours se perdre dans des procédures qui, au final, nous déçoivent. Et on va rester dans une interprétation des textes qui sont très bien rédigés, ça il faut le dire, très très bien, les concepts sont bien inscrits, bien établis, mais dans le fond, dans la quintessence, et même dans l'essence du fonctionnement, on reste... Justement, quand la loi parle d'être placé dans une situation de dépendance ou d'intelligence vis-à-vis d'une personne, à quoi est-ce qu'elle fait? Elle peut par exemple faire allusion à une solution, une posture peut-être de tutelle ou de curatelle, volontiers, on peut envisager ça. Donc je veux dire que, une fois de plus, les textes sont bien rédigés. L'esprit de la loi, bon, au-delà de la lettre, l'esprit est vraiment profond. Mais maintenant, qui est chargé? La question les personnes chargées d'analyser et d'interpréter ces textes-là ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour dire ce qu'on leur a dit de dire. Très bien. Et c'est ça la réalité. Alors, Martial, la question a été soulevée. Cette question arriverait dans le débat. J'avais pas prévu de la poser. Mais je voulais rassurer Martial. Je lui conserve. La vivacité d'esprit qui est la sienne n'a pas changé du tout, et je lui conserverai toujours mon affection. Rien que pour une chose. Votre affection? Je le dis comme je le pense, voilà. Je pense que j'ai dit au départ que des gens qui Je veux juste savoir, on parle de Martial de Bissoc ou on parle du chef de l'État? Éveiller ma conscience. Il a répondu tout à l'heure, je voudrais le rassurer sur le doute qu'il a eu sur la fidélité à mon amitié. Vous avez une bouteille d'eau à côté de vous. Voilà, quel que soit le cas, quel que soit le chemin de traverse ou pas qu'il prendra, ce que moi, il m'a apporté dans l'histoire comme éveil ma conscience, je lui devrai toujours en grande partie. Voilà, donc ça, là-dessus, il peut être sûr. Mais en revanche, tout ce qu'il dit aujourd'hui, j'avoue que j'ai du mal à reconnaître mon Martial à moi. Il pourra toujours utiliser toutes les formules qu'il veut, j'aurai du mal à le reconnaître, même dans les propos qu'il vient de tenir En fait, c'est pas la question que je vous ai posée pour ça. Monsieur Biya, oui, que j'ai rencontré effectivement, lors du 20 mai, quand j'ai rencontré, c'est un bien grand mot. Remettons les choses dans leur contexte. J'ai serré la main du président de la République. C'est une histoire qui dure à peu près 3-4 secondes, à peu près. Et tout le monde sait très bien que, à l'occasion de ces événements-là, le président de la République est particulièrement préparé par ses médecins, par son staff, pour lui permettre de tenir. Voilà. Donc, mon constat, et c'est là où je pense que les uns et les autres ont été injustes, les amis de Martial ont pensé que ces 3-4 secondes voulaient dire que je lui avais donné un certificat de... Non, que vous avez retourné votre veste. Non, 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 c'est notre débat, ça. C'est d'autres personnes encore qui l'ont pensé. Et les autres, en face, eux, se sont dit que ça voulait dire que je lui ai donné un certificat médical d'aptitude à gouverner éternellement et que donc, par conséquent, voilà. Or, j'ai décrit, et je veux dire, je le redis aujourd'hui. Ça n'aurait pas été le cas, je n'aurais pas dit, je ne l'aurais jamais dit. Et il le dit très bien. Je crois que lui, il a compris parfaitement le sens de ma pensée. Quand moi j'arrive au palais de l'Unité, effectivement, comme tout le monde, M. Biya a été donné pour mort quelques mois auparavant. On ne savait pas où il était. Il a disparu pendant un mois et demi. Nous tous, nous l'avons vu parfois divaguer un peu partout. Moi, personnellement, comme avocat, c'est-à-dire comme acteur de la vie publique à mon tout petit niveau, il m'arrive parfois d'avoir des interactions. Je crois que Calvin et moi, nous nous retrouvons parfois dans d'autres discussions en dehors d'ici, où nous avons besoin parfois d'arbitrage et autres qui ne viennent pas spontanément. Donc, quand moi je vais à la présidence, j'avoue que j'ai envie, à titre personnel, de me faire mon opinion personnelle de ce que peut être le président de la République, etc. Et quand je le vois arriver, avec tout ce décor, je me dis, bon, je vais certainement voir un monsieur valétudinaire qui va débarquer là, etc. Et quand je le vois arriver, sur ses deux pieds, qui me salue, qui me serre la main, avec là-dedans une certaine vigueur. Non, j'ai pas dit, une certaine vigueur. D'accord. Qui déjà même devrait interroger parce que... Une vigueur certaine. Non, c'est pas ça. Est-ce que vous n'avez pas senti l'homme? J'ai dit une certaine vigueur. Non, disons la vérité au Cameroun. Alors, c'est quoi? Une certaine vigueur ou une vigueur certaine? Une vigueur certaine. Une certaine vigueur. Relisez le message, il n'est pas effacé encore, il est toujours sur Facebook. Une certaine vigueur. Si moi je serre la main de Martial comme ça, il ne m'arrivera jamais d'aller vous raconter le seul fait d'avoir à évoquer la question de la fermeté de la main du président veut dire déjà que, et c'est pour ça que je vous dis qu'il a compris, veut dire déjà que il se posait en moi-même un doute au départ,
et que je ne m'attendais pas à trouver cette vigueur. C'est pour ça que je fais donc j'insiste donc sur la question express. rapidement. C'est pour ça que le président Paul Biya gagne depuis 82, parce que beaucoup de gens sous-estiment sa capacité à être maître du jeu. Par conséquent... J'insiste sur la question, parce que Martial Bissok a soulevé un point. Est-ce que votre passage au Palais de l'Unité a changé votre vision de voir les choses? Martial Bissok faisait remarquer que vous faisiez partie... voilà, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Que vous faisiez partie justement des Camerounais qui remettaient en cause la gestion du pays. Est-ce que votre passage au Palais de l'Unité a changé ça? C'est ce que Madame Manzo, j'ai passé à peu près 2 heures de temps au Palais de l'Unité et ça fait à peu près 20 ans que je vis dans le Cameroun. Et malheureusement, le Palais de l'Unité n'est pas le Cameroun, véritablement. La vie de tous les jours, les routes, l'absence d'électricité, l'état désastreux des hôpitaux, le contexte particulier d'insécurité que nous connaissons, le pouvoir financier, la capacité de notre pouvoir d'achat. Toutes ces difficultés qui sont des difficultés au quotidien ne peuvent en aucune façon être contrebalancées par une poignée de main de 3 ou 4 secondes. Et je crois que le président de la République, tout vigoureux qu'il ait pu être lors de l'instant où nous nous sommes serrés la main, doit démontrer dans d'autres actes de la vie de tous les jours, et pas seulement que la poignée de main qu'il m'accorde à ce moment-là, il doit démontrer tous les jours qu'il est apte à assurer notre sécurité, notre vie de tous les jours des 20 millions de Camerounais. Très bien. Donc aujourd'hui, si vous me demandiez quel est mon choix idéal pour le pays, pour ce pays, malgré mon passage au 20 mai, je ne souhaiterais pas que le président de la République actuelle puisse continuer sa mission à la tête de ce pays. Est-ce que le docteur Ngapout... Je voulais réagir un peu sur ce que Martial a dit tout à l'heure. Est-ce que le docteur Ngapout est déjà avec nous? Il a fait... Oui, ça fait un moment. D'accord. Permettez juste que Moïse Guidjol réagisse rapidement et on vous reprend parce qu'on avait du mal à vous entendre tout à l'heure. Merci, docteur. Et je crois que peut-être Maître Asiga a terminé par là. Non. Nous ne pouvons pas nous asseoir et comment dirais-je, que le débat soit compris en otage le fait que le président soit là ou n'est pas là. M. Biya a dit qu'il est candidat, ou il a fait dire, des gens ont dit qu'il est candidat. Et le recours d'un candidat, Maître Akere, a bien demandé que le Conseil constitutionnel exige que le président se montre et qu'il se présente. Bon, là-bas, c'est autre chose. Je veux dire ceci. Il faudrait que Martial Bissok comprenne et qu'il dise au président, là où il est, qu'il y a 5 millions d'enfants camerounais qui souffrent de la malnutrition. Il faut qu'il le lui dise et qu'il faut qu'il agisse en urgence. Il faut que le président le comprenne. Il faut qu'il comprenne que tous les éléphants blancs, du fait de leur mauvaise gouvernance, qui ont favorisé tous les détournements massifs, je veux parler des barrages, je veux parler des autoroutes, je veux parler de ceux qu'on ne voit pas, sont le problème des Camerounais. Et que nous voulons avoir l'élégance d'aller à l'élection et battre le candidat Biya. Parce que je vais finir par là. Vous avez entendu parler de Yaya Jammeh. Lui, il était militaire, c'était un général. Il était président en Gambie. Il avait son conseil électoral indépendant, je ne sais pas trop comment il appelait ça là-bas. Chez lui, il avait toute son armée. Parce qu'il est général, toute son armée avec lui. Il contrôlait tout, il régentait tout. Il s'est tapé, il s'est payé le luxe d'enlever plus d'une vingtaine de candidats. Et il s'est choisi quelques 3 ou 4 candidats. C'est pas comme pour la élection. Mais au soir même, on n'a pas attendu que le Conseil constitutionnel lui dise, non, le soir, les résultats sortis des urnes ont montré qu'il a fait l'élection. Il a voulu faire comme il a voulu faire. Sauf que là, ça n'a pas été possible. Il est parti en exil. Nous ne le souhaitons pas au président Biya parce que nous allons le battre. Très bien. Le 12 octobre. C'est ce qu'il faut retenir. Docteur, nous à cela. Docteur Ngapout, vous êtes légitimité politique et même sociale quand on sait qu'il est également question de garantir une compétition perçue comme étant équitable par tous finalement. Oui, la légitimité politique, en fait, c'est une sorte de... C'est le nœud gordien de l'action politique, de tout acteur politique, en fait. C'est-à-dire que si un acteur politique n'a pas de légitimité, il n'y a pas lieu d'en parler, il n'a même pas lieu de se placer sur la place publique, ça c'est clair. Mais maintenant, pour qu'il y ait un semblant que l'élection à venir soit quand même teintée d'une certaine démocratie, il faudrait effectivement qu'on ait des personnes qui sont légitimes à se présenter. C'est pour ça que écarter les candidats, comme on l'a vu, choisir ceux qui ont
ce qu'on estime être à même de pouvoir concourir à l'élection, c'est foncièrement antidémocratique, qu'on soit bien d'accord. Maintenant qu'on appuie... Vous aurez voulu qu'on certifie, qu'on fasse passer les 83 candidatures, d'autant plus qu'après, il y a l'un des candidats qui a apporté son soutien finalement au candidat Paul Biya. Oui, peu importe, mais pour moi, il faut que ceux qui sont légitimes, ceux que la population estime comme légitimes à être candidats, devraient concourir. Maintenant, sur le plan de la légalité, on voit bien on est dans un système qui a lui-même l'habitude de tordre l'application de la loi. Donc on pourrait, au moins pour cette légitimité-là, favoriser la présence de plus de candidats, et ça renforcerait, ça ne ferait que renforcer le processus démocratique. Et là, malheureusement, nous sommes dans une situation où, oui, on s'appuie sur la loi, pour écarter des adversaires, on s'appuie des affaires politiques qui, redoutables ou pas, au moins, qui se considèrent comme tels, ce qui emmène à se poser la question, effectivement, sur la légitimité de ceux qui sont choisis, ceux qui restent dans la course à l'élection. Alors, M. Nguidjo, certains pensent justement que les décisions du Conseil constitutionnel relancent le débat sur la démocratie véritable au Cameroun. Est-ce que vous partagez ce point de vue-là? Je vous ai dit tout à l'heure que pour le SDF, les décisions rendues par le Conseil constitutionnel, pour nous, nous en prenons acte. Et nous nous réservons de ne pas les communiquer. Tout simplement, nous continuons à réfléchir dans le cadre des réformes que nous envisageons de proposer au peuple camerounais. Nous avons notre programme qui est connu dans le cadre de cette amélioration du fonctionnement de cette justice et même de son organisation interne. Il y a beaucoup de choses qui ne se limitent pas seulement au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel ici, après les missions, si je me réfère à ce que Maître Assira a dit ici, les missions qui lui sont confiées, il faut poser la question à celui qui l'a mis. Mais nous savons que c'est un appareil politique, institution politique, qui est là pour légitimer naturellement les décisions de celui qui a mis ce conseil en place. Donc il y a le fait de ces nominations qui posent problème, et il faudra donc revoir cela. Donc pour nous, nous préférons continuer, nous ne voulons pas, j'ai failli dire comme mon candidat Joshua aussi, nous ne voulons pas rester dans des distractions, nous voulons aller droit au but, parce que le 12 novembre, ça presse. Ça presse pour nous et nous voulons y aller très rapidement pour, comme je l'ai dit ici, en finir avec un autre Yaya Jammeh au Cameroun. D'accord. Marcel Bissok, avant le professeur Claude Assira, d'ailleurs, ce sera certainement la même question. Dans un contexte électoral marqué finalement par beaucoup de méfiance, par des tensions, j'interroge l'état de droit finalement. Mais c'est pour ça que je suis sur ce plateau. Rassurez-vous, je n'ai pas une mission difficile. Ma mission est simple. Je viens dire aux Camerounais que nous sommes tous Camerounais et qu'il y a un Cameroun qui continuera après le 12 octobre. Et quand j'écoute mon aîné Nguidjo parler de Yaya Jammeh, donc d'une gambéisation du Cameroun, je suis très choqué. C'est pour des gens comme ça que nous sortons pour leur dire attention, le Cameroun c'est pas la Gambie. Il faut quand même avoir toute proportion, garder un peu de retenue. Parce que là, il subodore des choses, c'est-à-dire, voilà, un putsch, un coup d'État, la guerre civile, c'est des choses qu'il ne faudrait pas évoquer sur ce plateau. Enfin, ou dans un pays normal. Je dis ce que je n'ai pas dit. Non, oui, qu'est-ce que vous appelez... confiance à ton intelligence. Non, oui. Ne jouons pas sur les mots. Je ne fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vous dis donc que vous avez 40... un cas de figure, écoutez, un homme politique, si vous en êtes un, ceux qui m'écoutent et qui nous écoutent comprennent. Écoutez, monsieur Nguidjo, je ne peux pas vous laisser passer. Je veux donner du moral au peuple camerounais. Non. C'est négatif. N'aie pas peur d'aller aux élections. Ce n'est pas à vous, non. Que leur vote comptera. Bon, laissez-moi parler. Vous me laissez parler. Allez-y, Martial. Allez-y. Alors, c'est avec des esprits brillants comme ça que le Cameroun n'avance pas aussi depuis 60 ans, comme ils disent eux-mêmes. Parce qu'il a été pendant 40 ans dans le RDPC. Non, 34. Voilà, on inverse, donc ça fait 43 si vous voulez. Et c'est vous qui voulez donner des leçons. Et en plus, ce n'est pas ça. Non, attendez. Pas ce RDPC là. Donc il y a de bons RDPC qui existent. En fait, vous avez simplement changé vos places, on va dire. Bon, c'est vrai que lui était journaliste. Voilà, laissez